Alors ce matin, on a l'honneur d'inaugurer un nouveau format Octo, le comptoir Octo. Donc comme vous le savez, on n'est plus vraiment en confinement, on n'est pas tout à fait tous retournés au bureau, donc c'est l'occasion de trouver d'autres formats. Et pour ça, on s'est proposé de vous proposer des talks récurrents le matin, pas trop longtemps, une grosse demi-heure. Vous restez aussi longtemps que vous le voulez, ça peut déborder un peu pour des questions. Et comme sur ce premier épisode, c'est nous qui nous y collons, Pierre et moi, et que notre sujet préféré c'est les apps mobiles, on va donc parler. Des apps mobiles, tout à fait. Magnifique. Euh, on va se présenter rapidement. Moi, c'est Pierre Degan, je suis consultant chez Octo Technologies, du coup. Euh, et je travaille dans l'équipe tout ce qui travaille autour de la mobilité, donc des apps mobiles, iOS et Android. Et donc moi c'est Gabriel, je suis dans la même équipe que Pierre, on travaille tous les deux sur les mêmes sujets et on est très heureux de vous présenter ça ce matin. Ok. Pierre, en termes de café, toi t'es plutôt quoi ce matin? Alors moi, ce matin, je me suis servi un petit café court, pour petite dose d'énergie. Et moi ma biche, un petit blend des hauts plateaux d'Éthiopie. Alors on essaie d'être dans les couleurs, on va vous rajouter 3 tonnes, vous pouvez voir le décor, bon il y a du whisky, il y a du café, on essaie d'être corporate jusqu'au bout. Donc Pierre, on j'ai espère que l'impression tout le monde est bien installé avec son café et on va commencer. j'ai l'impression que ton slide est un peu figé, je sais pas si c'est juste chez moi. Non, est-ce que ça fonctionne? Chez moi aussi, c'est figé. Voilà, Ok. on va repartager ça. Hop. Normalement, Bonjour Rémi. les aléas du direct. C'est comme ça, Comme c'est ça. le petit plaisir du matin. Hop. Et donc, si je le partage ici, ça devrait fonctionner. Ça permet de laisser le temps au retardataire de venir. Très bien. Est-ce que vous voyez, C'est ça bien mieux. fonctionne normalement? OK. Magnifique. Donc commençons. Donc, de quoi on va parler ce matin? Vous êtes peut-être au courant qu'avec la situation, le Covid et le confinement généralisé dans le monde, Apple et Google n'ont pas pu cette année faire leur fameuse Google I/O et WWDC, qui sont leurs rendez-vous annuels pour annoncer toutes leurs nouveautés, euh, que ce soit sur les plateformes iOS, Android ou même macOS ou tous les produits Google. Donc, à cause du confinement, les conférences n'ont pas pu avoir lieu en physique. Chez Google, ils ont décidé d'annoncer toutes leurs nouveautés sur la plateforme Android au travers d'une série d'articles et de vidéos postées sur leur chaîne YouTube. Et Apple ont décidé de faire une conférence virtuelle, donc une conférence enregistrée. Donc, il y a eu un peu un impact un peu moindre par rapport aux années précédentes où on avait des événements où des milliers de développeurs se déplaçaient en Californie pour aller apprendre toutes les dernières nouveautés de leur plateforme favorite. Donc, nous, on a décidé ce matin de vous parler, de vous faire un petit compte-rendu de toutes ces nouveautés qui ont été annoncées par deux géants qui sont Apple et Google, en faisant un focus sur quelles sont les nouveautés que vous allez pouvoir vous euh, implémenter dans vos applications. Et en complément de ce que dit Pierre, on s'est rendu compte que finalement, à peu près à la même période, fin du printemps, avril, mai, il y a une dernière version de Flutter et de React Native qui sont sortis. Donc on s'en est dit, bah, pourquoi pas, puisqu'on vous parle des apps mobiles, évoquer ces sujets avec vous, histoire d'avoir une vue un peu plus complète et voir ce qui peut vous intéresser. Et évidemment, à la fin, on fera une petite interro, parce que si on parle tout seul sans que vous m'écoutiez, ça ne fonctionne pas. Donc soyez bien attentifs. Euh,
Voilà, donc un peu de logistique. Le format sur Internet, c'est un petit peu difficile pour prendre les questions au fil de l'eau, mais n'hésitez pas à aller écrire vos questions donc dans le spreadsheet qui est derrière ce lien. Donc, je vais le laisser afficher à l'écran et il sera posté dans le chat régulièrement. Et à la fin de notre petite présentation, on passera sur toutes les questions et on prendra volontiers des discussions avec vous tous. N'hésitez Voilà. pas à mettre voilà, vos caméras, c'est toujours un plaisir de voir la tête des gens, surtout en ce moment où on voit moins de gens, surtout si vous êtes en télétravail. Mais par contre, pendant la phase de présentation et même pendant les questions, si vous pouvez garder votre micro en mute pour éviter le bruit ambiant. Et enfin, évidemment, les slides et la vidéo de cette présentation seront sur notre blog à partir de la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc peut-être que d'ailleurs en ce moment vous nous écoutez en accéléré, donc il ne faut pas du tout que je parle trop vite parce que sinon vous ne comprendrez rien. Voilà, et les captures d'écran, vous pouvez les faire, mais on vous les donnera en meilleure résolution dans très peu de temps. Voilà. Et sur ce, je pense que Pierre, tu peux commencer. Tout à fait. Donc, nous allons commencer par Apple. Donc, pendant cette WWDC virtuelle, Apple a annoncé la sortie de iOS 14, donc sortie qui est actuellement en développeur preview, qui est prévue pour sortir à l'automne, avec toute une flopée de nouvelles nouveautés directement dans le système d'exploitation, des nouvelles fonctionnalités. Évidemment, Apple a rajouté des nouveaux emojis en 3D, mais on n'est pas là pour parler de ces emojis en 3D. On va surtout s'attarder sur les grandes fonctionnalités que vous allez pouvoir intégrer dans vos applications. Alors, la première dont on va parler aujourd'hui, si vous avez suivi un peu les keynotes, ça va être évidemment App Clips. Donc, qu'est-ce que App Clips? Donc, App Clips, ça permet de proposer votre application au bon moment à des utilisateurs. Donc, ce qui est en plus bien, c'est que ça va être pour des nouveaux utilisateurs. Alors, pourquoi? Un App Clip, en fait, c'est une partie de votre application. Donc, ça va être un morceau, quelques écrans, une feature de votre application qui va pouvoir être lancé par des utilisateurs de manière très rapide, très légère et surtout, et c'est là où on a un peu une nouveauté sur la plateforme, sans installation. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir se retrouver dans votre app native sans devoir aller ouvrir l'App Store, retrouver leur mot de passe de leur compte Apple qu'on oublie une fois sur deux, etc. Et donc, c'est vraiment un accès très simple et très rapide à votre application. Quand tu me parles de ça, Pierre, ça me rappelle quand même quelque chose que j'ai l'impression qu'on a déjà vécu sur le mobile, non? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'en connaissant un peu l'écosystème Android, on peut faire le rapprochement entre les App Clips et les Instant Apps. Donc, c'était une fonctionnalité sur Android qu'a lancé Google il y a, je pense, 2 ans, qui permettait de faire un peu un équivalent, donc de pouvoir démarrer des morceaux d'app native sans installation par le store. Donc là, Apple a décidé aussi de mettre son grain de sel dans ce genre de fonctionnalité. Il faut savoir que sur Google, c'est une fonctionnalité qui avait été lancée, qui n'a pas forcément très très bien marché, qui a été un peu rebrandée par Google pour un focus sur les jeux, qui permet d'essayer des jeux sur le Play Store sans forcément installer le jeu. Donc là, Apple nous propose une expérience différente, à voir si ça va fonctionner. On peut être un peu surpris d'ailleurs du fait du relatif échec de ce qu'a été Instant App sur Android, que Apple se lance maintenant sur App Clips. T'as l'impression que ça a une chance de décoller davantage? Alors, c'est là où je pense qu'Apple a un peu plus de chance, parce que Apple, par rapport à Google, ont vraiment travaillé sur les nouveaux canaux d'acquisition. C'est en fait un App Clips, comme c'est une app qu'on va installer, qu'on va lancer sans installation, c'est-à-dire qu'on va targeter des utilisateurs qui n'ont pas encore notre application. Donc, en fait, c'est des nouveaux utilisateurs. Et là où Apple fait un peu une nouveauté, c'est qu'ils ont pensé à plein de manières différentes de pouvoir démarrer un App Clips. Donc, par exemple, vous êtes dans la rue, vous trouvez une trottinette ou un vélo public à louer. Vous pouvez avoir un tag NFC sur ce vélo. Vous tapez votre iPhone sur ce tag NFC et automatiquement, vous allez avoir l'app Clip qui va vous permettre de payer et de louer ce vélo automatiquement. Donc voilà, on a des tags NFC. On va trouver aussi des QR codes. Donc, vous êtes sur une table d'un restaurant pour commander un café.
vous avez un QR code, vous pouvez scanner ce QR code et vous retrouver dans l'app native du restaurant et commander sans contact, du coup, ça tombe bien en ce moment, votre café ou votre salade. Commander et même payer, je crois d'ailleurs. Et même payer, tout à fait. On verra que AppClips, on peut intégrer un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et ensuite, donc ça, NFC, les codes visuels, c'est très bien pour avoir un canal d'acquisition très lié à la vraie vie. Donc voilà, vous êtes face à un QR code, face à un code NFC. Mais vous pouvez aussi démarrer des AppClips avec des liens que vous allez recevoir directement dans Safari ou dans des messages que vont vous partager vos amis. Donc, par exemple, vous êtes sur la page Safari d'un parc d'attractions, vous pouvez très bien lancer l'app clip de ce parc d'attractions pour avoir directement l'app native pour éventuellement réserver ou checker les files d'attente pour certaines attractions. Ça peut être un exemple d'usage. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir les app clips dans les résultats des cartes, donc dans l'application plan de Apple. Donc voilà, donc les app clips, Apple a fait tout un ensemble de manières différentes de pouvoir les démarrer qui va probablement aider les utilisateurs à utiliser cette nouvelle feature. On peut d'ailleurs penser que dans ce contexte-là, finalement, ils sont un peu aidés par le contexte confinement. Comme tu parlais des queues un peu partout, on voit déjà les cartes dans les restaurants qui sont via QR code, mais pour l'instant, on peut accéder qu'à un petit site. Là, on peut vraiment tout faire, quoi. Donc, peut-être que ça va être un coup de boost inopiné pour eux d'avoir ces applis dans ces conditions. Tout à fait, c'est vrai que c'est... Alors, je pense qu'ils l'avaient prévu depuis un petit moment, mais c'est vrai que ça tombe plutôt pas mal. Alors, pour la petite histoire, un peu, Apple a aussi décidé de lancer, en fait, pour vraiment avoir une entité visuelle dans les magasins, dans les espaces publics, sur la possibilité de démarrer un app clip. Apple a développé ce qu'il appelle le App Clip Code, qui est un espèce de QR code spécifique qui va intégrer aussi un code NFC. Donc voilà, peut-être que le marketing d'Apple va réussir à nous vendre des QR codes spécifiques à une certaine quantité d'argent dont on ne sait pas encore le prix. Donc voilà, on a déjà tous parlé en interne sur $100 le appli code. On verra si c'est le cas ou pas. Voilà, on prend les paris sur le prix de l'app clip code. Donc voilà les app clips. Ce qui est important à savoir donc je suppose que vous avez tous des applications natives sur iOS. C'est l'occasion pour vous de développer des nouveaux canaux d'acquisition pour les utilisateurs. Mais c'est important de se dire que l'app clip, il faut proposer une seule fonctionnalité, probablement la fonctionnalité principale de votre application, mais on va dire une seule fonctionnalité, mais c'est de bien le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment votre utilisateur va être propulsé au milieu de votre application. Il va le faire parce qu'il s'est retrouvé vraiment face à un code NFC, face à un QR code, où un de ses amis lui a envoyé le lien de votre application. Donc vraiment, l'utilisateur, il est contextualisé. C'est un moment où il a vraiment envie d'être dans votre application. Donc c'est l'occasion pour vous de lui offrir une expérience la mieux possible pour ensuite convertir cet utilisateur qui utilise votre app clip, pour le convertir et faire en sorte qu'il installe votre application totale. Donc, il faut vraiment choisir une fonctionnalité de votre appli qui doit être utilisée vraiment sur le moment. D'ailleurs, je parlais de réserver un vélo parce qu'on a le vélo en face de soi, acheter un café parce qu'on est vraiment devant le café assis à sa table. On peut dire, par exemple, regarder son fil Facebook, quelque chose qu'on fait un peu toute la journée, tout le temps. Ce n'est pas forcément une fonctionnalité qu'on a envie qu'on aurait envie de mettre dans un app clip. Pierre, je me permets juste une petite remarque. Oui. On est peut-être un peu long sur le tempo. Okay. Si tu peux, on va sans trop accélérer, mais un tout petit peu quand même. D'accord. Du coup, et voilà, donc réduire le plus possible les frictions, utiliser le login social, utiliser Apple Pay pour éviter que les gens doivent sortir leur carte bleue dans la rue. Pensez à tout pour simplifier la vie de vos utilisateurs. Et enfin, réserver des fonctionnalités pour votre application complète. Ça ne sert à rien de tout mettre dans un app clip. Et de toute façon, à cause de certaines limites techniques, comme un app clip ne peut pas peser plus de 10 mégaoctets, qui est relativement, vous verrez en l'implémentant que ça va très vite avec une application Swift, vous allez pouvoir pas du tout mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur.
En revanche, vous avez accès à tout le framework iOS, donc vous pouvez faire du Bluetooth, de la localisation, etc. Sauf quelques API pardon, très spécifiques en rapport avec la santé, en rapport avec la domotique, tout ce qui est en rapport avec Apple Cloud, donc, et ensuite la VoIP et le text-to-speech. Donc voilà les quelques limitations techniques. Sinon, c'est vraiment libre à votre imagination pour inventer le meilleur appli possible pour vos utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire conjointement avec des équipes produits, marketing, pour vraiment faire un peu plus d'acquisition d'utilisateurs via d'autres canaux. Exactement, tout à fait. Donc, on va passer rapidement sur la deuxième grosse fonctionnalité que vous allez pouvoir intégrer dans votre application. Donc là, on va parler des widgets. Donc, les widgets, c'est quelque chose qui existait déjà avant sur iOS, mais qui se représentait par des petites cartes qui étaient toutes regroupées dans un écran spécifique des widgets. Donc, si vous êtes sur la home de votre iPhone et que vous swipez vers la gauche, vous allez arriver dans l'écran qui a les dernières applications, les applications recommandées et aussi une liste de cartes qui étaient les widgets. Et là, avec iOS 14, Apple va vous offrir la possibilité de mettre des widgets directement sur la home de votre téléphone. Du coup, vous, en tant qu'application, en tant que marque, c'est vraiment l'occasion pour pouvoir avoir l'occasion d'avoir votre application, votre marque directement sur la home de vos utilisateurs. Du coup, ça implique de fournir un widget qui est à la fois utile pour l'utilisateur. Un widget va prendre plus de place qu'une simple icône, donc on a envie que cette place qui est utilisée soit utile, que l'information soit simple et dynamique. Voilà, on veut un widget qui évolue avec le temps, qui évolue avec ce que fait l'utilisateur, sa position, le temps dans la journée, des informations voilà, de compte bancaire qui évoluent au fil de la journée, etc. Pensez voilà, d'avoir un widget qui est pratique pour l'utilisateur et qui n'est pas juste un raccourci vers votre application. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire un widget. Laissez l'utilisateur avoir simplement l'icône de votre application sur la home et ça sera tout aussi bien pour l'utilisateur. On peut penser d'ailleurs que si vous avez déjà une application Android, ça fait très longtemps que vous vous êtes posé la question de quoi mettre dans un widget et que vous pourrez tout simplement récupérer peut-être les mêmes services que vous avez déjà mis en place, voire peut-être c'est l'occasion d'en créer de nouveaux, mais c'est clairement ce qui existe sur Android depuis assez longtemps déjà. Voilà. Donc les widgets, ça existait sur Android depuis un moment. Apple propose une solution similaire. Et même comme sur Android, les widgets sur Apple ont différentes tailles qui nous permet, voilà, à chaque taille de widget, d'avoir une quantité d'informations de plus en plus grande, car voilà, ça permet, plus votre widget va prendre de la place sur la home de votre utilisateur, plus il faut que le widget apporte une quantité d'informations importante. Donc voilà, donc les widgets, c'est aussi une fonctionnalité où vous pouvez voilà, brainstormer quelle partie de votre application vous avez envie que les utilisateurs puissent utiliser sans lancer votre application. Donc là, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Et enfin, on va faire un dernier point sur iOS 14. Donc, c'est pas entre guillemets une nouvelle fonctionnalité qui va un peu faire un effet waouh, mais à partir d'iOS 14, votre application va devoir demander l'autorisation aux utilisateurs pour faire du tracking par des services externes. Donc, c'est-à-dire que si vous faites du tracking pour afficher de la pub personnalisée ou de l'analytics en utilisant des services externes comme Google Analytics ou Adobe ou Facebook, vous allez devoir demander explicitement l'autorisation à vos utilisateurs. Ça va devenir une nouvelle App Store Policy. Donc, si vous voulez avoir une application qui est prête pour le lancement d'iOS 14, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte d'ici le lancement grand public d'iOS 14 en automne. Voilà. Donc ça, c'est quand même une décision très forte de la part d'Apple, parce que on sait qu'il y a certains acteurs en France, même par rapport à la RGPD, qui préfèrent payer l'amende que de gérer ça, finalement. Là, on se rend compte que c'est Apple un peu qui a les pleins pouvoirs, donc si on ne le fait pas, ils vont nous bâcher purement du store. Donc c'est quand même quelque chose, voilà. une décision très forte de leur part. Voilà, donc comme Apple a en effet la main sur les applications qu'ils autorisent ou non à être publiées sur le store, c'est leurs règles et donc c'est à vous en fait de suivre les règles d'Apple. Apple a pris cette décision on voit depuis maintenant quelques années, Apple pousse énormément la protection des données utilisateurs. Donc là, voilà, c'est vraiment un pas en plus vers cette protection des utilisateurs. Parfait, c'est une transition toute trouvée que tu me fais, Pierre. Voilà. Si tu me permets de reprendre la main. Yes.
Yes. Mais alors justement, tu parlais tout à l'heure d'effet waouh, le fameux effet waouh. En fait, sur Android 11, il n'y en a pas tant que ça. Donc Android 11, vous voyez le petit logo en haut à droite, vous pouvez compter les points, il y en a 11. On ne sait pas trop où ils ont été le chercher, mais c'est ce qui représente cette nouvelle release. Il n'y a pas vraiment d'effet waouh, il n'y a pas de features telles que les widgets ou applis vraiment visuels, mais il y a eu un énorme travail. Le principal focus, c'est sur la privacy, sur l'attention à la vie privée des utilisateurs. Et alors, il n'y a pas eu la même décision que ce que tu viens de nous présenter côté Apple, qui est de purement et simplement bâcher les applications qui ne demandent pas les bonnes autorisations pour les analytics. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de la vie privée, que ce soit en matière des runtime permissions, donc on va évoquer ça, et aussi sur j'allais dire la ségrégation, la conteneurisation des applications qui sont de plus en plus dans leur monde et pour lesquelles c'est de plus en plus difficile de communiquer avec le reste des applications sur le device pour éviter toute fuite de données et éventuellement tout piratage. Donc, rapidement, si vous avez suivi ce qui s'était passé dans Android 10, il y avait déjà l'introduction des background permissions. Si votre application demandait de pouvoir avoir la localisation, dorénavant, si elle veut la localisation quand l'application est lancée, elle a une permission. Si elle veut la localisation quand l'application est pas visible pour l'utilisateur, c'est une autre permission qui est nécessaire. Pour bien s'assurer que quand je dis je donne ma permission, je la donne que quand je veux et que quand je me rends compte qu'elle est récupérée. Donc ça, c'était déjà dans Android 10. Avec Android 11, on rajoute la one-time permissions. Donc ça veut dire que dans votre application, vous allez pouvoir demander la localisation de l'utilisateur et l'utilisateur va vous dire je te la donne, mais que cette fois-ci. La fois d'après, il la redonnera et c'est lui qui a vraiment toute la latitude de pouvoir dire je te donne mon information privée au moment où je la veux, où je veux te la donner. Dans la même veine, Android, Google a fait un constat assez simple. Ils se sont rendus compte que sur les applications qu'on installe sur Android, il y en a 2 tiers qui ne sont pas utilisés. Donc vous en avez 30, il y en a 20 qui ne sont pas utilisés, vous n'en utilisez que 10. Pour autant, les 30, il y a bien un moment donné où vous les avez lancés. En général, c'est au lancement de ces applications qu'on vous demande les permissions. Et donc, la logique de Google s'est dit, pourquoi on va installer une app, donner une permission, on l'utilise plus jamais, et en fait, finalement, cette app va avoir toujours cette permission. Donc, dorénavant, c'est plus du tout le cas, et le système va, de manière régulière, automatiquement révoquer les permissions qui ont déjà été octroyées par l'utilisateur, pour s'assurer que si votre application, vous ne l'avez pas désinstallée, mais vous ne vous en servez pas, et bien dans ce cas-là, elle ne va pas pouvoir accéder à des données puisqu'elle n'a plus raison de le faire. Les permissions de background qu'on a évoquées tout à l'heure, qui étaient déjà dans Android 10, dorénavant, c'est encore plus compliqué de les avoir. Donc, si vous voulez la localisation de vos utilisateurs alors que votre application n'est pas visible, maintenant, il va falloir passer par les paramètres Android pour pouvoir le faire. Donc, on complexifie le parcours. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que finalement, cette arrivée des one-time permissions, a priori, si vous avez déjà bien fait votre parcours de permission, il n'y a aucun changement à prendre en compte pour vous. Par contre, il faut que vous soyez au courant du fait que dorénavant, les permissions, elles peuvent être octroyées et révoquées depuis l'application, depuis les paramètres et même depuis le système. Donc, il faut que vous ayez un parcours de test qui va valider que si vous avez des testeurs ou de la QA, qu'ils vont non seulement aller dans les paramètres, enlever les permissions, relancer l'app, voir comment ça fonctionne, et à chaque moment de votre application, idéalement, ne doit pas cracher quand elle n'a pas la permission, au mieux avoir le bon affichage, mais pour s'assurer que tout au long du cycle de vie, les permissions soient bien gérées. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort pour les utilisateurs pour s'assurer que leurs données sensibles ne soient pas exploitées de la mauvaise façon. Dans le même genre, toujours sur la privacy, donc Google nous dit, vous avez pour certains des applications depuis plusieurs années, vous avez une code base très volumineuse, des fois vous demandez des permissions, vous ne savez même plus pourquoi, on va vous fournir une API qui va vous permettre de faire un audit de votre code pour pouvoir remettre un peu les cases en face des bons trous et pouvoir rappeler à la fois quel bout de code utilise quelle données sensibles, et en plus, ça vous permettra, vous, de flaguer ces bouts de code et à quoi ils correspondent. Donc, là, c'est vraiment un but interne, mais ce qu'on pense, c'est que si vous faites ce travail-là, qui est a priori assez judicieux de le faire, pourquoi pas en profiter pour clairement exposer à vos utilisateurs pourquoi vous utilisez la localisation. Par exemple, là, on voit telle ou telle donnée sensible. Par exemple, dans l'exemple à droite, on voit que pour la navigation dans l'app et pour explorer les shoppings aux alentours, on a besoin de la localisation. Comme ça, vous pouvez avoir un menu où vous pouvez dire très clairement, voilà comment on utilise ces données sensibles. Il y a ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, le fait que les applications sont de plus en plus cloisonnées. Dorénavant, il est nécessaire que vous spécifiez explicitement
dans l'application les applications avec lesquelles elles vont devoir partager de la donnée. Alors attention, ça ne concerne pas ce qu'on appelle les implicit intents, c'est-à-dire que la plupart des applications, des applications Android ont souvent l'occasion d'aller ouvrir une page sur Chrome et pour ouvrir une page web quelle qu'elle soit. Là, il n'y a pas besoin de spécifier que je veux communiquer avec Chrome, parce que ça, c'est un implicit intent. On demande au système qui est capable d'ouvrir une URL, et là, Chrome répond. Par contre, si dans vos parcs dans vos parcs applicatifs, vous avez deux applications Android, que pour une raison ou pour une autre, elles partagent de la donnée, ben, dorénavant, il faut vraiment que ce soit spécifié dans chacune des deux applications, sinon ce ne sera plus possible. Il y a aussi le scope storage, qui est en gros la manière avec laquelle on récupère, on lit et on écrit sur les données qui sont dans le téléphone, que ce soit les téléchargements, les photos, les galeries, les vidéos. Donc, ça demande toujours plus de permissions. Et donc, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que c'est plus difficile pour vous d'accéder aux autres applications, mais la contrepartie, c'est que c'est aussi plus difficile aux autres applications d'accéder à la vôtre, et donc au malware d'accéder à vos applications. Donc, ça rend le système beaucoup plus robuste, mais évidemment, ça nécessite plus de code et plus de demandes de permission à tout va. Donc ça, c'est vraiment la grosse feature, toute l'attention à la vie privée. Il y a quelques petites nouveautés UI, donc bon, c'est un peu anecdotique, mais quand même, si vous utilisez Messenger, on a tous vu ces petites, attendez, je vais mettre mon curseur, ces petites bubbles, voilà, où quand on clique dessus, on a le chat. Avant, c'était des chats, c'était Facebook qui le faisait, c'était des librairies qui le faisaient. Maintenant, c'est vraiment dans le système, donc on peut penser que ça va être un peu plus répandu. Et on se dit que si, pourquoi pas, vous avez une application où vous avez une sorte de chatbot, ou alors à un moment donné un contact en direct avec un conseiller, c'est peut-être l'occasion de faire ça, comme ça les utilisateurs peuvent mettre de côté votre application, faire leur vie sur leur device, avoir en permanence un rappel du badge qui va vous dire bah, tiens, tu as une nouvelle notification du conseiller ou de la conseillère, et revenir à votre application. Donc il y a peut-être des petits cas d'usage pour vous, à voir si ça vous parle. Très rapidement, il y a aussi des avancées sur on peut animer toute la window dorénavant. Donc ceux qui se connaissent en Android, avant on pouvait animer des vues, maintenant on peut vraiment animer tout l'écran. Donc là on voit un exemple avec comment interagir avec le clavier lors du scroll. Donc ça, si vous avez un chat, ça peut être intéressant. Et alors là, c'est pas vraiment concernant Android 11 à proprement parler, mais c'est une nouveauté qui avait été annoncée l'année dernière, qui est Jetpack Compose, qui est toujours pas vraiment au niveau stable, mais qui est en développeur preview 2. Donc, on n'annonce toujours pas de date, mais on peut comprendre que c'est en courant 2021 que cette feature va arriver. Donc, Jetpack Compose, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, vous voyez, pour un développeur Android, à gauche, il a son émulateur. À droite, au milieu, il a son code, mais qu'il écrit comme du code. Avant, c'était vraiment dans un fichier à part XML. Maintenant, il écrit ça comme du code. Et à droite, il a la preview. Donc, si vous n'êtes pas développeur ou développeuse Android, ça, pour vous, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais ce qu'il faut savoir, que c'est la manière de faire via cette fameuse déclarative UI est bien plus proche de ce qui est fait dans les frameworks web. Et ça permet une gestion un peu plus dynamique, parce qu'en général, tel que c'est fait jusqu'à présent, c'est très statique. Les choses sont figées, on doit les cacher, décacher, c'est un peu compliqué. Et en fait, la logique de Google, c'est de dire, voilà, on a créé toute l'API de UI Android il y a 10 ans, quand on avait des devices un peu pourris, il faut se le dire. Mais à l'époque, on avait vraiment des problématiques proches de celles de l'embarqué. Donc, il fallait vraiment optimiser la mémoire à fond. Tout ce qu'on crée, il fallait le recycler. Et c'est pour ça qu'on a toujours, en tant que développeur mobile, on a toujours tout fait pour recycler les vues et ne pas en créer 100 000. Ben voilà, maintenant Google dit on a tous des machines de guerre dans nos poches. Est-ce que ça vaut toujours le coup de s'embêter à faire les choses comme ça? Donc ils ont créé cette Jetpack Compose il y a un an. C'est pas encore ça, mais ça arrive. Le seul truc qu'il faut se dire, c'est que ben c'est pas Android 11, c'est Android 5. Mais en effet, puisque Google nous dit on n'a plus besoin, maintenant on a tous des machines de guerre. Ben à partir de quand Android avait des machines de guerre? Et ils ont considéré que c'est à partir d'Android 5. Donc, seulement Android 5 et supérieurs peuvent avoir Jetpack Compose. Alors seulement, il faut savoir qu'en France, il y a 27 millions d'Android et il y a 560 000 devices qui sont encore sur des versions inférieures à Android 5. Du coup, notre conseil, soit pour différentes raisons, vous ciblez déjà Android 5 et plus, et alors là, allez-y. Vous pouvez d'ores et déjà tester Jetpack Compose. En plus, ça ravira vos développeurs. Si c'est pas encore le cas, on vous conseille de ne pas faire de montée de version tout de suite. Peut-être d'attendre la version stable de Jetpack Compose et de voir à ce moment-là s'il y a peut-être moins de devices Android qui seraient concernés inférieurs à 5. Voilà, une petite réflexion sur une petite présentation de la nouvelle console Google Play aussi, pas vraiment Android 11, mais Google a refondu un peu le design de leur console Google Play. Bon, on va pas trop commenter le design, mais par contre, une feature intéressante, c'est que ils ont rajouté une partie de test interne. Alors, ceux qui connaissent le Google Play Store savent déjà qu'il y a les canaux alpha, bêta, mais en fait, ça ne vient pas remplacer, mais c'est additionnel.
Donc, qu'est-ce que ça fait finalement? Ce qu'on en comprend, c'est que ça fait vraiment ce que vous pouvez d'ores et déjà faire avec Firebase App Distribution, anciennement Crashlytics Beta, ou alors App Center ou Appaloosa. Mais là, vous le faites directement depuis le Play Store. Donc, vous avez votre flotte d'utilisateurs internes à qui vous déployez directement l'application. Je sais même pas, c'est peut-être via des liens, c'est peut-être pas directement via le Play Store, mais ça fait vraiment le job de store interne. Donc, notre recommandation, mais a priori, quand vous avez une application, vous l'avez sur Android et sur iOS. Donc, si c'est le cas, mais ça nous semble un peu bête de faire tout sur le Play Store parce que du coup, ça veut dire que, enfin, de dupliquer ce que vous avez sur le Play Store et sur le store interne Apple parce que ça vous oblige à avoir 2 fois la liste de vos utilisateurs et de savoir s'ils sont sur iOS ou sur Android. Autant dans ce cas-là, continuez d'utiliser votre store interne. Par contre, si pour une raison ou pour une autre, vous ne faites qu'une application Android, alors là, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à cette nouvelle feature. Pierre, tu confirmes? Tout à fait. Merci Pierre. Cool. Alors, rapidement, on vous a dit que ça nous semble pertinent de vous parler des dernières versions de Flutter et de React Native. Donc, Flutter, c'est en fin avril, je crois, que la version... Alors, donc, Flutter, c'est un framework cross-platform, pour ceux qui ne savent pas, qui permet de faire des applications, notamment sur iOS et sur Android. Donc, l'accent qui a été mis sur leur dernière version, c'est sur les performances. Ils ont expliqué que en travaillant sur la consommation mémoire, sur beaucoup de choses sur le CPU, ils ont pu améliorer sur iOS et sur Android à la fois tout ce qui était de la navigation, les animations, le ressenti scroll. Et sachant que Flutter, déjà, c'était pas si évident de voir la différence entre une application native et une application Flutter en pur toucher, parce que c'est vraiment un effort très fort de la communauté, enfin du framework Flutter pour avoir des performances avancées. Là, a priori, ça sera encore plus difficile. Il y a aussi un effort sur la réduction de la taille des apps. Par exemple, sur leur app galerie de démo, ils disent qu'ils sont passés de 10 mégas à 8 mégas. Est-ce que ça veut dire que les applications seront 20% plus légères? C'est peut-être une extrapolation un peu trop forte. Eux-mêmes ne la font pas, mais a priori, c'est un sujet qui les intéresse et c'est toujours bon à savoir. Et enfin, sur iOS, ben, toujours d'un point de vue des perfs, ils expliquent qu'ils sont passés par une API spéciale pour pouvoir améliorer la vitesse de rendu, quasiment du simple, enfin 2 fois plus rapidement. Attendez, je m'exprime très mal. Donc, en gros, quand il fallait 1 seconde pour afficher un écran, maintenant, il en faut 0,5, même si c'est pas du tout ces échelles-là d'affichage. Et pour ceux qui connaissent iOS, ils sont passés par l'API Metal pour faire ça. Donc, a priori, ça rock encore plus du bousin sur iOS. Voilà, ils ont également travaillé sur l'outillage pour en faire toujours plus un framework industrialisable. Surtout pour les développeurs. Ouais, très cool. Et alors là, un petit point, Flutter nous a aussi dit qu'ils allaient gérer les apps sur Linux. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fout des apps sur Linux? En fait, c'est pas tant qu'on s'en fout, mais pour nous, c'est quand même important de remarquer que finalement, dans le discours de Google, ils nous ont dit, voilà, on voulait arriver depuis le début, on l'a dit, on veut faire un framework qui cible toutes les plateformes. Vous codez enfin, il y a toujours tout le monde a cette volonté-là, mais on code une seule fois et on peut faire sur iOS, Android et le monde entier. Ils ont clairement dit qu'ils ont commencé par le mobile parce que c'est là où il y a le plus de demandes. Aucun client, 10 ans après le mobile, enfin, c'est toujours un peu gênant de se dire je fais une application sur iOS ou sur Android. Donc ils ont dit on va commencer par le point critique, c'est iOS, Android. Mais ils disent voilà, maintenant ça fait 3 ans ou 2 ans qu'on est là, on a déjà 80 000 applications sur les stores. Pour nous, on continue de travailler dessus, mais c'est acté, on passe à l'étape d'après. Et donc pour nous, c'est pas tant Linux qui est intéressant, mais de se dire que finalement dans la roadmap de Google, il y a un peu une sorte de tampon. Ok, on a prouvé ce qu'on avait à faire sur mobile, les gens nous suivent, la communauté est là. Maintenant, ça commence par Linux et on verra après si ça sera macOS, Windows ou autre. Mais ça nous semble être un truc intéressant à voir dans la roadmap de Flutter. Et il faut aussi savoir que Flutter, donc là, la version Linux, c'est un peu une preview qu'ont sorti Google il y a très récemment. Mais il y a aussi Flutter pour le web qui est en bêta depuis déjà quelques mois. Donc vraiment, on voit l'envie de l'équipe Flutter de faire du multiplateforme, mais vraiment au sens très très large, quoi. Ouais, et comme tu l'as dit, finalement, dans la foulée, on va parler de React Native. Et c'est vrai que React Native, déjà, il y a pas mal de support de la communauté pour gérer plein de plateformes. Mais alors, peut-être que c'est un peu trop avancé pour le dire, mais ce qu'on se rend compte, c'est que React Native, c'est la communauté qui apporte du soutien, notamment pour pouvoir faire du Windows en React Native. C'est Microsoft qui gère ça. Quand on veut faire du Linux en React Native, il y a un fork React Native pour Linux. Là, c'est vraiment Google qui gère tout. Alors bien sûr, tout n'est pas embarqué dans Flutter, il y a des plugins, mais il y a peut-être une volonté vraiment plus forte de maîtrise sur ça et de ne pas laisser potentiellement à la communauté la possibilité de créer et du coup de décommissionner
un sujet un peu Tout à comme fait. Et un dernier point, il faut savoir que cette partie app Linux avec Flutter, c'est pas Google ont même fait le choix de faire des partenariats en fait avec d'autres grandes sociétés technologiques. Donc, par exemple, ce portage de Linux sur Flutter a été fait en partenariat avec Canonical. Donc, ce sont les développeurs de Ubuntu. Donc voilà, on peut s'imaginer dans le futur, si Google a envie de voir Flutter sur desktop ou sur desktop Windows ou même sur macOS, peut-être qu'on pourra voir dans le futur Google et Microsoft qui se mettent ensemble pour faire un Flutter sur Windows. Mais ça, c'est uniquement le futur qui pourra voilà. nous le dire. Après, autant on peut présumer que l'équipe de Canonicals est de base un peu ouverte, autant avec Microsoft et Apple, on verra s'il n'y a pas des contraintes légales derrière ça, mais bon, attendons de voir. Bon. Très rapidement, une petite présentation sur React Native. Donc, il y a eu deux versions qui sont sorties au printemps dernier, la 0.62 et 0.63. React Native, bon, c'est déjà là. Il n'y a pas d'avancée majeure sur les features. Le framework est là, il est ancien d'ores et déjà. Hein. Alors, par contre, Robuste. les robustes, tout à fait. Par contre, ce que disent enfin, l'équipe de React Native, c'est que souvent, les développeurs se plaignent quand même du toolkit et de l'outillage et de se dire, bah, des fois, les erreurs, le warning, c'est un peu imbitable, on a un peu du mal. Donc, ils ont travaillé sur deux choses. Dans la dernière version, ils ont travaillé sur Logbox, donc quelque chose qui, a priori, permet de rendre plus compréhensibles les erreurs et les warnings. Et dans la version juste avant, ils ont permis à un debugger, à un inspecteur qui est déjà dispo sur iOS et Android d'être utilisable avec des apps React Native qui s'appelle Flipper. Donc voilà, ils ont entendu le message de la communauté et ils voient qu'en général, quand on compare les différents frameworks cross-platform, ben c'est là où souvent ça pêche un peu React Native par rapport notamment à Flutter ou à d'autres. C'est pas l'outillage, mais voilà, ce genre de choses, la compréhension des bugs. Donc ils travaillent dans ce sens-là et c'est très bien pour eux. Donc sur ce, je pense qu'on a fait le tour, Pierre. Ouais, Qu'est-ce tout à que ça fait. t'en dit? On a vu un peu les deux grandes plateformes principales et les quelques. Alors, on n'a pas parlé de tous les technologies cross-platform. Hein. On a choisi celles qui aujourd'hui nous paraissent les plus intéressantes. Même si c'est vrai que nous-mêmes en interne, on suit pas mal Kotlin multiplateforme, mais pour l'instant, c'est encore un peu plus un sujet de niche par rapport à Flutter et React Native, quoi. Exactement. Alors, sans plus, sans plus de plus, on va vous proposer dans le chat, si ça vous va, histoire que tout le monde participe et en plus, on ne sait pas qui dit vraiment, donc ça passe. On va vous poser des questions à quasi choix multiples. Donc, vous mettez I si la réponse à la question est iOS 14, pas iOS, mais iOS 14. A si c'est Android 11, F si c'est Flutter 1.17, R pour React Native, et D si c'est la réponse D. Et si vous n'avez pas la référence, c'est mon ultime bafouille. Alors, à partir de là, je suis tatillon, il faut me demander la permission à chaque fois. Alors, à vos chats, et donc A pour Android, I pour iOS, F pour Flutter, Z. Qui dit Z? Ah, je vois pas mal de A. Je vois la réponse D. Le chat est majoritairement A. Eh bien, oui, c'est bien Android 11 avec les one-time permissions. Magnifique. Alors, je pense que certaines personnes qui sont décidément fans de Gad Elmaleh vont dire la réponse D à chaque fois, mais c'est pas grave. Enchaînons. Linux n'est qu'une nouvelle étape dans ma conquête du monde. Paul a bon, William a bon, tout le monde a bon. Anne-Sophie, Nora, Yacine. Ah, vous êtes trop fort, vous êtes trop C'est fort. majoritairement pour Flutter. Ça va, on vient d'en parler à la fin en même temps, si vous Est-ce avez la bonne oublié. réponse? Parfait. Voilà, on peut se demander si peut-être que dans quelques années, Flutter fera décoller des fusées s'ils continuent leur Potentiellement. multiplateforme. Potentiellement. Personne ne scanne les QR codes, mais grâce à moi, ça va changer. Ah, alors là, c'est un C'est un peu petit peu plus. plus mitigé entre iOS et Android, mais ça reste iOS qui est majoritaire. Il y a toujours la réponse D, hein, la réponse D. Et ben non, toujours pas la réponse D. Oui, c'est bien iOS qui croit, étonnamment, qui a foi en les QR codes. Et même au tag NFC, comme quoi, Tag 20 NFC. ans après. Mais avec Apple, rien n'est impossible, disait l'autre. Alors pourquoi pas? Et une petite dernière question. Adieu les fichiers XML pour réaliser mes écrans. R, A, D, A. Allez, encore 2 secondes. Ah, ben voilà. Il y en a certains qui sont chauds. Et en effet, va être du coup la réponse D, puisque c'est Android, mais pas Android 11. C'est Android rétrocompatible jusqu'à 5. C'est React Native et Flutter également. Donc voilà, c'est un énorme mifou. Et alors Swift UI, j'ai failli le mettre, mais au final, est-ce qu'en Swift, avant Swift UI, il y avait du XML? Je ne pense pas. Hein. Donc c'est pour ça que c'est plutôt React Native, XML, Flutter et Android.
Voilà tout. Donc, tu nous lis le petit résumé Ouais, donc pour. voilà, donc en résumé, on a fait un peu le tour de toutes les nouveautés pour vos apps sur les grandes plateformes. Donc sur iOS 14, le plus important, voilà, c'est App Clips et les widgets. Donc c'est là où vous allez pouvoir proposer des nouvelles façons à vos utilisateurs d'utiliser vos applications. N'oubliez pas de faire attention à toutes les nouvelles obligations d'Apple en rapport avec la user privacy, donc les protections des données utilisateurs. Sur Android, vous allez pouvoir aussi un focus sur la vie privée qu'il faut anticiper dans vos applications pour être ready le jour de la sortie d'Android 11. Vos développeurs peuvent commencer à s'amuser avec Jetpack Compose et vous n'avez plus, potentiellement, vous n'aurez plus à vous battre avec la console Google Play pour trouver où est le bouton pour release une application, etc. Et ensuite, sur les différentes plateformes, multiplateformes, du coup, on a surtout des améliorations sur l'outillage et heureusement sur les performances pour Flutter. Eh bien, c'est parfait. Mais Voilà. sur ce, je pense qu'on peut voir s'il y a des questions. Ouais, Et alors on il a y a des quelques questions. questions. Alors, on a des questions. Alors, le framework React Native est-il en perte de vitesse ou au contraire, peut-on encore compter sur lui sur les 3-4 années à venir? Alors, est-ce qu'on a, je pense que, bon, il y a Pierre et moi qui sommes là, on a peut-être nos avis respectifs. Il n'y a pas vraiment de décision, enfin, on est d'Octo, là, c'est un talk Octo, on n'a pas une décision tranchée sur React Native et Octo, on peut peut-être te donner notre avis à chacun de nous deux. Pierre, quel est le tien? Alors moi, je pense pas qu'on puisse dire que React Native est en perte de vitesse. Ça reste quelque chose ça fait longtemps que c'est là. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il est implémenté dans l'écosystème. Il est quand même backé par des grands acteurs. Donc derrière, il y a Facebook. Il y a quand même de nombreuses grosses applications aujourd'hui qui sont faites en React Native. Donc je vois pas des raisons pour lesquelles dans moins de 3 4 ans, cet outil viendrait à disparaître. Donc pour moi, il est là, il est implémenté, il a ses utilisations. Donc je pense pas qu'on puisse dire qu'il est en perte de vitesse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Après, c'est vrai que tu te projettes à 3-4 ans, sachant que le mobile a quand même 10 ans. Donc, Mm. voilà, on voit s'il n'y avait pas eu Flutter il y a 2-3 ans, on aurait clairement pu répondre, bah oui, évidemment, React Native a l'air d'être le seul à avoir pris tout le monopole du cross-platform. Là, il y a Flutter qui arrive et du coup, il y a une communauté qui s'intéresse à chaque fois à un sujet. Là, on voit qu'il y a une adhésion très forte pour Flutter. Pour l'instant, bah, c'est toujours React Native qui a le plus de stars sur GitHub, le plus de mainteneurs, mais comme on vous le disait tout à l'heure, c'est toujours le problème. Pour l'instant, il y a pas mal de, de forks React Native qui sont gérés par des communautés. Peut-être que un jour, elles s'intéresseront à d'autres sujets. Mais moi, à titre personnel, j'aurais du mal à dire oui sur 3-4 ans, mais j'ai pas du tout l'impression qu'il est en perte de vitesse. Et je pense que sur au moins les 2 prochaines années, il n'y a pas de sujet. À Mm. moins que vraiment Flutter arrive demain enfin, et prennent enfin, j'ai du mal à croire que tous les gens qui font du React vont passer d'un coup d'un seul à abandonner React Native parce que ça arrange quand même beaucoup de développeurs web de pouvoir faire du mobile grâce à cette solution. Et après, en général, enfin, c'est quand on nous demande de voir s'il faut faire du native, du cross-platform, ben, on envisage est-ce que c'est native ou hybride? Déjà, est-ce que c'est une appli mobile ou pas? Et après, native ou hybride et cross-platform. Et dans cross-platform, chacune des plateformes a ses propres avantages. Et d'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse, il y a Nubank, qui est une banque brésilienne, qui a fait ce qui me semble être la meilleure étude de comparaison entre les différents frameworks cross-platform, la plus récente en tout cas. Et eux, pour leur cas d'usage, ont choisi Flutter mais ils disent vraiment c'est pour leur cas d'usage et la manière avec laquelle ils ont fait leur étude, les différents angles, c'est quelque chose qu'on trouve très professionnel, très pragmatique et ça semble assez pertinent. Et eux, justement, l'une des raisons qui les avait poussé à choisir Flutter par rapport à React Native, c'était un peu le toolkit qui trouvait bien meilleur sur Flutter que React Native. Là, on voit avec la dernière version de React Native, l'équipe avance et propose autre chose. Donc, évidemment, les deux se tirent la bourre et c'est très bien comme ça. Je parle beaucoup. Donc, on espère qu'on a répondu à la question. Ensuite, on a Julie qui nous demande si les widgets, donc les widgets d'iOS 14, doivent suivre un template défini par Apple. Les widgets, le seule chose que va imposer Apple, ça va être les tailles des widgets, donc ils vont être imposés par le système. Donc, on peut avoir soit un widget carré, des widgets rectangulaires ou très grands, très rectangulaires. Donc, on ne peut pas faire un widget qui serait triangulaire, qui prend
un coin de la home. Par contre, ensuite, à l'intérieur du widget, vous pouvez un peu le designer comme vous voulez. En revanche, comme on est quand même sur iOS, il y a toute une tonne de guidelines de design que propose Apple sur l'utilisation des couleurs, de l'espacement, de la police, etc. Donc, il y a quand même des guidelines, des human guidelines sur les widgets que propose Apple. Après, c'est toujours au bon vouloir d'Apple, mais c'est pas imposé. Il y a des conseils et des bonnes pratiques qui sont proposées par Apple pour designer vos widgets. On peut se poser la question d'ailleurs, Pierre, est-ce que tu penses, on n'a pas la réponse forcément, mais que ton application est approuvée par le Play Store et tu fais un widget qui, lui, n'est pas conforme aux guidelines, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il te refuse toute ton application? Et je pense pas qu'il puisse te refuser le widget, donc il faut que tu revoies tout, mais il y a quand même la validation qui doit quand même donner un peu un tampon à Apple. Oui, on accepte ton widget, quoi. Oui, alors il faut savoir que comme les widgets sont livrés avec les applications, donc on ne publie pas un widget tout seul, il fait partie de l'application. Si le widget ne respecte pas les règles d'Apple au moment de la validation, il peut entraîner un refus de toute la publication de votre application. Et donc ça, c'est vrai pour les widgets, mais c'est aussi vrai pour les app clips. L'app clips, il est lié à votre application. Si l'app clip ne respecte pas les règles d'Apple, il peut entraîner le refus de toute votre application, évidemment. Très bien. Alors, on a une question de Paul qui nous dit qu'est-ce qu'un service externe au sens d'Apple pour l'App Store Policy? Ben, en effet, quand on revenait tout à l'heure sur, je vais vous montrer la capture d'écran. Voilà. To track your, would like permission to track you across apps and websites owned by other companies. Donc, on peut se demander comment ça va se faire techniquement. Est-ce que Apple va savoir qu'on intègre Firebase Analytics, Adobe Analytics, et que dans ce cas-là, il y a une analyse qui est faite pour te demander de mettre cette pop-up ou pas? Est-ce que si finalement vous faites c'est des choix qui ont déjà été faits pour le RGPD en fait, faire le choix de dire on met pas Firebase ou Adobe dans son application, on fait un appel à nos services qui eux vont le faire sur côté serveur. Enfin, il y a toujours des petits filous qui vont essayer de trouver des fentes. Mais honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas si Pierre, tu as une décision précise. Qu'est-ce que c'est que cette liste des services externes? Il n'y a pas de liste de services explicite donnée par Apple. En revanche, Apple donne des exemples de qu'est-ce que du tracking qui est, entre guillemets, interdit si l'utilisateur le refuse. Et il donne par exemple, si votre application va utiliser des informations de l'utilisateur pour afficher de la pub personnalisée, mais cette pub qui va être gérée par un broker de pub externe à votre service, donc là, ils vont considérer que c'est du tracking. Si vous avez un SDK, un third-party SDK, donc un SDK qui n'est pas de votre compagnie, qui va utiliser les informations de l'utilisateur ou du device et qui va être envoyé à ce SDK d'Analytics, ça va être considéré comme un service externe. Si vous partagez des advertising ID, des emails à des services, à des réseaux de pub, ça va être considéré comme des services externes. En revanche, ce que dit Apple, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre cette POP, donc cette demande d'autorisation, si votre téléphone, votre application, pardon, partage des données personnelles avec votre propre service, donc avec un service qui est fait par votre propre entreprise. Par exemple, quelque chose, imaginons Facebook. Si l'appli Facebook partage vos données personnelles avec le broker de pub de Facebook, ben, on peut considérer que, vu que c'est la même entreprise derrière, on n'est pas obligé de demander l'autorisation pour faire ça. En revanche, si votre application utilise l'analytics de Facebook, vous allez devoir demander l'autorisation. Et enfin, si jamais votre application collecte des données personnelles sur le téléphone et qu'ensuite le téléphone utilise un SDK externe pour, entre guillemets, anonymiser ces informations et qu'ensuite ces informations anonymisées sont partagées à un service externe, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette demande de tracking des utilisateurs. Voilà, donc on peut partager le lien. Donc il y a Apple qui a fait une nouvelle page sur les user privacy qui explique un peu voilà dans quel cas il faudra ou pas demander l'autorisation aux utilisateurs de les traquer. Bon, bah, apparemment, c'est très clair. Très bien, merci Pierre.
Ben, sur ce, je pense qu'on en a fini avec 5 minutes de retard, mais Ouais, eh ben, merci à vous pour ce premier merci. compteur Octo. Le prochain sera a priori ben, le mois prochain. Comme on est encore en août, comme on est encore en congé, peut-être que ça va dépasser un peu sur septembre, mais habituez-vous à ce nouveau rendez-vous. Cette fois-ci, c'était les apps mobiles. Que sera la prochaine fois? Ciao à tous. Merci beaucoup à tous pour avoir suivi. C'était un plaisir.